Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire AFDAS. Aujourd'hui, nous recevons Cap Emploi pour parler handicap au sein des entreprises. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Françoise Bigrin. Bonjour Françoise. Bonjour. Et Margot Lacosta. Bonjour Margot. Bonjour Laurent. Je vous laisserai vous présenter dans une minute. Vous allez démarrer cette présentation. Mais avant cela, je dois vous préciser que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le retrouver dans quelques jours sur notre site internet ou bien sur notre chaîne YouTube. Sachez également que cette présentation sera avec la vidéo et qu'à la fin de l'intervention de Françoise et Marco, nous pourrons répondre à vos questions. Et pour cela, je vous encourage à utiliser le chat si vous avez des questions au fil de ce que pourront vous présenter Françoise et Margot. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous laisser la parole, Françoise. Et je vais, pour ma part, ne soyez pas étonnés, je vais couper ma caméra pour vous laisser pleinement participant et je me permettrai d'intervenir ici ou là. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup Laurent pour cette invitation et l'AFDAS. Nous sommes ravis de pouvoir présenter aujourd'hui et de rencontrer les entreprises de la branche AFDAS du secteur pour pouvoir mieux présenter notre offre de services et faire émerger des pistes de collaboration avec certains d'entre vous. L'idée aujourd'hui, c'était la commande de Laurent, c'était vraiment de vous apporter un maximum d'informations sur notre offre de service, tout l'écosystème handicap. Donc on va aborder trois parties qui sera co-animée avec Margot. Une partie un peu plus généraliste sur les grands principes, principales notions sur la question handicap et emploi. Ensuite, une présentation sur la connaissance de l'offre de service Cap Emploi pour vous donner des outils, des aides, des moyens pour agir et vous présenter au final les avantages financiers existants aujourd'hui dans le cadre du recrutement de personnes en situation de handicap. Donc la notion de handicap, en fait, on la retrouve dans le cadre légal, dans la loi de 2005, où est noté que c'est la première fois que la notion de handicap est définie dans le contexte de professionnel. Et je vous la lis, c'est très parlant. Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Donc ça nous permet cette définition de voir que l'on parle bien de déficience et non pas de handicap quand on est dans le quand on est dans le contexte professionnel, et que la notion de handicap, elle est toujours dans un contexte précis, c'est-à-dire qu'on peut avoir une problématique de santé dans un contexte et ne pas avoir d'altération de ses fonctions, et dans un autre contexte, avoir des difficultés à maintenir son activité par ces problématiques santé. Alors, en fait, on a cité rapidement dans la loi les grandes familles de handicap. Aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est que 80% des handicaps ne sont pas visibles. On a donc plusieurs catégories de handicap, dont une qui est la plus importante, qui est le handicap moteur, qui embrasse un panel assez large de pathologies, puisqu'on peut aller sur des problématiques de dos, jusqu'à des problématiques moteurs assez importantes, par exemple les personnes en fauteuil roulant. Ça représente 85% des personnes en situation de handicap sont atteintes de handicap moteur et 2% sont en fauteuil roulant. Sur les maladies invalidantes, c'est la deuxième famille assez représentée. Là, on est aussi sur quelque chose qui est très large. Ça va d'une personne qui a une allergie à certains produits qui l'empêchent d'exercer son métier avec des conséquences asthmatiques, par exemple, très fortes, des maladies type cancer, les personnes qui sont atteintes d'épilepsie. Donc ça représente 20% des handicaps des personnes qui sont accompagnées aujourd'hui. 13% relèvent du handicap psychique. Pareil, sur le handicap psychique,
on va de la notion de dépression sévère, ou dépression qui empêche à un moment donné, qui va entraîner des arrêts assez longs, et donc du coup à la reprise de travail, de réétudier les modalités de reprendre son activité, à des troubles type troubles TOC, qu'on appelle TOC, troubles obsessionnels compulsifs, des névroses. Voilà. Ensuite, on a les handicaps sensoriels qui représentent à eux 12%. Donc, il y a le handicap auditif qui va des problématiques auditives qu'on peut rencontrer assez souvent dans le monde du spectacle, justement, des personnes issues du son qui, à un moment donné, ont été confrontées à une perte d'audition et ont des acouphènes ou des surdités sévères et profondes qui peuvent être aussi de naissance. Le handicap visuel, donc, et puis enfin, il y a ce qu'on appelle le handicap mental, dans lequel est introduit les troubles 10 et l'autisme. Alors, en quelques chiffres, aujourd'hui, en France, on note en actif, donc par la notion d'actif, on entend aussi bien les demandeurs d'emploi que les salariés. Il y a 1,4 million personnes en situation de handicap pour 28 millions tout public. Sur ces 1,4 million, il y en a 700 000 qui travaillent dans les secteurs qui dépendent des secteurs privés et publics, 71 000 qui sont des travailleurs indépendants, créateurs d'entreprises, 153 000 du secteur privé, protégé, pardon. Donc c'est pour vous dire que il y a au regard de la population générale, on reste quand même sur un nombre de personnes assez limité, et dont une partie ne relève pas de ce qu'on appelle du marché du travail, vont être sur le milieu protégé, et donc ne seront pas des salariés des entreprises à venir. Donc quand on va travailler sur une politique handicap au sens large, il faut avoir cette notion de quand même qu'on est sur un nombre assez limité de personnes, même si c'est quand même énorme, 1,4 million, mais voilà, pour pouvoir comment dire, avoir conscience que en termes de sourcing ou des choses comme ça, il faut vraiment se poser la question si les profils existent vraiment. Donc c'est des chiffres 2020 transmis par l'AGEFIP et Pôle emploi. Donc ensuite, donc pour avoir pour les statuts de travail, la reconnaissance de travailleur handicapé passe par un statut. Donc cette notion, la notion légale que je vous ai lue tout à l'heure, elle est retraduite par des statuts administratifs. Une partie, les trois principaux sont ce qu'on appelle la RQTH, qui sont la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui est attribuée par les maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH. Et on a deux autres titres qui relèvent de la sécurité sociale, les rentes accidents du travail ou maladies professionnelles, ce qu'on appelle les IPP, et les personnes qui ont une pension d'invalidité, première, deuxième ou troisième catégorie. Alors, les pensions d'invalidité sont liées suite à des accidents arrivés dans la vie privée, contrairement aux rentes accidents de travail, où c'est des problématiques de santé qui sont arrivées pendant le cadre professionnel. Ensuite, on a un panel d'autres titres qui sont définis dans le Code du travail. Je vous ai cité l'article. Donc, c'est les cartes mobilité inclusion, qui sont délivrées par la MDPH, l'allocation adulte handicapé qui est aussi délivrée par la MDPH, les pensions militaires, donc l'équivalent un peu des rentes accidents de travail, mais dans un contexte militaire. Sont d'autres titres qui sont éligibles au statut de travailleur handicapé et donc, du coup, qui peuvent être valorisés dans les cadres des déclarations obligatoires d'embauche. Donc, nous, on agit dans un écosystème légal. On agit dans le cadre de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la loi, ce qu'on appelle la loi de 2005,
qui a défini notamment le statut des Cap Emploi, mais aussi qui a la définition de travailleurs handicapés, de handicap, et qui est la loi sur laquelle est l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Mais on agit aussi également avec une loi de droit commun, qui est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et qui promulguée en 2018. Et qui donc intègre les travailleurs handicapés et les Cap Emploi dans un contexte d'organismes de placement spécialisés, et donc qui nous associe au service public de l'emploi pour accompagner les personnes en situation de handicap et les entreprises dans leur obligation d'emploi. Alors, une question assez précise, parce qu'il y a eu des petites réformes sur la déclaration. Est-ce que tous les employeurs effectuent une déclaration? Donc ça, c'est la grande réforme de la loi qui a eu lieu l'année dernière, qui est applicable depuis cette année. C'est que tous les employeurs privés, aujourd'hui, font une déclaration DSN des personnes travailleurs handicapés de leur effectif, y compris les employeurs de moins de 20 salariés. Les employeurs de moins de 20 salariés ne versent pas de contribution s'ils n'ont pas atteint leur quota de 6%. Mais par contre, ça va permettre d'avoir une vision globale et très large des salariés en situation de handicap dans le monde professionnel, ce qu'on n'avait pas complètement auparavant, puisqu'on se concentrait dans les déclarations que sur les plus de 20 salariés. Alors, qui paye donc, je vais l'expliquer, la contribution AGFIP? Seuls les employeurs de plus de 20 salariés dans un contexte bien particulier. Si l'entreprise n'a pas 6% de travailleurs handicapés dans leur effectif, et ça, c'est fait donc via une contribution que l'URSSAF reversera, donc ça c'est la grande réforme, à l'AGFIP. Alors, les employeurs publics sont aussi assujettis à l'obligation de travailleurs handicapés, et là, ne versent pas à l'AGFIP, mais au FIPHFP. C'est un fonds spécifique pour les employeurs publics. Donc là, j'ai fini cette partie un peu généraliste, et j'espère, donc j'imagine qu'il y aura quelques questions sur le cadre handicap. On souhaitait vraiment que vous puissiez avoir un bon vernis sur le cadre légal, la notion de handicap, mais évidemment, c'est certainement insuffisant et on aura l'occasion de pouvoir en reparler. Là, cette deuxième partie maintenant consistera à mieux vous présenter l'offre de service des Cap Emploi, en vous présentant tout ce que l'on peut faire à la fois vis-à-vis des demandeurs d'emploi et des salariés et des employeurs. Et on mettra deux focus, un focus sur le conseil en évolution professionnelle, CEP, et l'alternance. Alors, les Cap Emploi, ce sont donc des organismes de placement spécialisés, membres du service public. On intervient auprès des demandeurs d'emploi, des salariés, des agents et des travailleurs indépendants, prêts à s'engager dans une démarche d'insertion professionnelle. Et évidemment, bénéficiaires d'un titre de reconnaissance travailleur handicapé ou en phase de l'être. C'est important cette notion de en phase de l'être, parce que si par exemple dans vos effectifs, vous avez un salarié qui rencontre une difficulté de santé pour laquelle on doit intervenir dans le cadre du maintien dans l'emploi, on n'a pas besoin d'avoir le titre, on peut l'accompagner dans la démarche de reconnaissance et commencer les démarches de maintien dans l'emploi. On intervient auprès des employeurs publics et privés, quels que soient leurs effectifs, qu'ils soient assujettis, qu'ils aient ou non atteint leur quota d'obligation d'emploi, et quel que soit le secteur d'activité. Il y a un Cap Emploi présent dans chaque département, et qui va travailler au plus près des acteurs économiques, de la formation, de l'insertion professionnelle, alors du département, de la région dans laquelle ils agissent. Donc, par exemple, nous, Cap Emploi 93 et 75 ici présents, on travaille beaucoup avec le conseil régional, notamment sur les politiques d'emploi, d'achat, de formation, où on peut faire remonter les besoins qu'on peut avoir sur nos publics. Voilà, on va travailler aussi avec les acteurs bénéficiaires du RSA, on va travailler avec, évidemment, Pôle emploi, ou les missions locales en complémentarité d'action, par exemple avec les publics jeunes qu'on accompagne.
Alors, en schéma, voilà l'offre de service et notre champ d'intervention. On est sur un panel assez large puisqu'on va sur des actions d'information et de sensibilisation à destination aussi bien des personnes que des employeurs, sur des actions d'accompagnement, de conseil, de construction d'actions, pareil, aussi bien à destination des personnes que des employeurs. Et je vais illustrer. Donc effectivement, la partie information, c'est comme par exemple aujourd'hui, on va vous informer sur le cadre légal, sur les différentes mesures et aides existantes, sur les aides financières. Donc on va mener, donc ça, on va autant informer les branches professionnelles, les entreprises, que les personnes pour qu'ils soient autonomes aussi dans leur promotion de profil. On va aussi informer sur les spécificités territoriales en termes d'opportunités d'emploi, métiers, secteurs, puisqu'on va beaucoup travailler avec les branches professionnelles pour pouvoir avoir une expertise emploi sur nos territoires et pouvoir mieux accompagner les personnes dans leur démarche d'insertion. Donc sur la partie accompagnement, on est sur un accompagnement 360, c'est-à-dire que on va accompagner les personnes en situation de handicap de l'élaboration du projet professionnel, mais en amont de la consolidation de leurs problématiques santé, leurs besoins de les accompagner sur l'évaluation de leurs problématiques santé et de leurs besoins de compensation dans un contexte professionnel. On va les accompagner donc sur la recherche d'un projet professionnel, sur la mise en place de la montée en compétences sur les parcours de formation et évidemment sur la recherche d'emploi. Et on va suivre les personnes dans l'emploi, aussi bien s'il y a un risque de perte d'emploi, d'inaptitude, ou lorsque la personne, dans le cadre de la loi Choisir son avenir professionnel, souhaite mettre en place un conseil en évolution professionnelle pour réfléchir à une reconversion ou une transition ou une évolution dans son entreprise. Sur la partie maintien dans l'emploi, on est bien évidemment dans une obligation de travailler avec les acteurs, les partenaires que sont évidemment l'employeur, puisqu'on va chercher des solutions dans l'entreprise, mais également médecins du travail, assurance maladie, pour pouvoir développer tous les dispositifs possibles. Sur la partie conseil, le fait qu'on soit en contact permanent avec les employeurs, avec les branches professionnelles, avec les opérateurs économiques, dont les OPCO, ça nous permet d'avoir une expertise suffisante pour apporter aux candidats des informations précises qui vont leur permettre d'être autonomes et de mettre en place leur stratégie de recherche d'emploi ou de parcours d'insertion professionnelle. Et sur la partie employeur, la connaissance du handicap, ça va nous permettre de mieux accompagner l'entreprise dans ses recherches de candidats pour pouvoir qualifier l'offre en évaluant, en ayant, comment dire, en étudiant les conditions d'exercice spécifiques dans chaque entreprise, en étudiant les solutions possibles d'aménagement de poste. On peut être amené à co-construire aussi des projets complémentaires à ce qui existe dans le droit commun. Je parlais des politiques d'achat tout à l'heure du Conseil régional, mais on peut aussi travailler avec Pôle emploi sur la mise en place de préparation opérationnelle à l'emploi, POE, d'actions comme ça préalables qui peuvent permettre aux entreprises de sécuriser leur recrutement de personnes en situation de handicap et de permettre d'accompagner parfois les difficultés que l'entreprise peut rencontrer parfois dans le sourcing, c'est un moyen d'y répondre aussi. Voilà, on va travailler aussi avec les fédérations professionnelles. On peut aussi être amené à mobiliser toutes les aides d'État, puisqu'on est, en tant que service public de l'emploi, prescripteur des contrats aidés, des périodes de mise en situation professionnelle pour pouvoir découvrir les métiers, pour travailler sur la sécurisation des recrutements, pour s'assurer que la personne correspond bien aux besoins de l'entreprise. Voilà, tout ça nous anime sur une volonté de travailler sur l'insertion durable, aussi bien en termes de recrutement et de maintien dans l'emploi, à la fois à destination des personnes en situation de handicap et des employeurs. Je fais un petit focus et après je laisserai la parole
à Margot, notre référente experte sur la question alternance et apprentissage, puisque c'est une solution qui est forcément utilisée dans la co-construction de partenariats avec vous. C'est sur le conseil en évolution professionnelle. Donc nous sommes un des acteurs, vous le voyez, du opérateur du conseil en évolution professionnelle. On agit dans le cadre de la loi 2014 également. Il y a d'autres opérateurs, il y a l'APEC, il y a Pôle emploi. Donc l'APEC, vous connaissez, c'est plus pour les cadres, les jeunes diplômés. Pôle emploi, donc pour les demandeurs d'emploi. Alors nous, sur les Cap emploi, sur les personnes qui ont une problématique santé, alors ça peut être des cadres, ça peut être des demandeurs d'emploi, ça peut être des salariés. On va agir en complémentarité avec les autres opérateurs qui peuvent nous relayer. Il y a les missions locales. Et puis il y a un groupement pour les salariés qui est le groupement Évolution, qui travaille aussi en complémentarité avec nous, puisqu'on peut accompagner aussi les salariés. Alors particulièrement, se met en place un dispositif aujourd'hui dans le cadre des mesures du plan de relance, se met en place une mesure qui va forcément intéresser les entreprises de votre secteur, du secteur OPCO, qui est le dispositif Transition Co. C'est un dispositif qui va s'adresser aux entreprises impactées par la crise sanitaire, où on va pouvoir proposer une action spécifique de conseil en évolution professionnelle pour que les personnes puissent être accompagnées en anticipation d'une reprise. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être de la reconversion, mais ça peut être aussi de la montée en compétences pour développer dans son secteur actuel, en attendant des compétences complémentaires ou de renforcement des compétences dues à une inactivité un peu longue. Et ce dispositif est en train de se mettre en place. Les opérateurs du CEP, avec les OPCO ayant en charge d'en faire la promotion, de repérer les publics, d'associer les entreprises sur l'identification de leurs salariés qui pourraient être concernés, et puis après de relayer dans les divers accompagnements qui vont pouvoir se mettre en place pour apporter un accompagnement spécifique auprès de ces salariés. Je laisse la parole à Margot et je continuerai de passer les diapos. Merci en tout cas Françoise. Donc en fait sur l'accompagnement alternance, on a tout un panel d'offres de services à destination autant des candidats que des recruteurs. Donc la première partie va s'acter sur du coaching en fait en animant, en sensibilisant et en informant les bénéficiaires que nous accompagnons sur ce qu'est l'alternance. Comment on peut les accompagner au travers d'ateliers dédiés à refaire son CV, une lettre de motivation, les préparer sur un entretien, que ce soit pour une offre de centre de formation ou un entretien téléphonique ou en face à face ou en visio avec un recruteur, mais aussi les accompagner dans la recherche d'emploi. C'est vrai que aujourd'hui, c'est ce qu'on se rend compte avec nos candidats, c'est de les sensibiliser que la recherche d'alternance n'est pas la même qu'une recherche d'emploi en CDD ou en CDI. Et donc, c'est lever certains freins pour vraiment les encourager et les mettre dans de bonnes conditions. On va aussi tous les accompagner tout au long de leur parcours sur le projet. Donc, c'est vraiment un suivi régulier de proximité. Donc, à savoir de faire des points réguliers avec eux, savoir où ils en sont sur les orientations en centre de formation en alternance, avec qui ils ont eu des entretiens, comment s'est passé l'entretien, quel est le retour, mais aussi sur les employeurs avec qui ils ont eu un entretien, comment ça s'est passé. Voilà, c'est tout cet accompagnement de coaching et puis on s'adapte finalement à la demande. On peut très bien les accompagner aussi sur l'utilisation des nouveaux outils informatiques, sur la visio, Teams. Tout le contexte sanitaire aussi a fait qu'il a fallu les rendre le plus autonomes possible sur tous ces nouveaux outils. Et donc pour cela, on est dans la capacité de les accompagner, de les former sur ces nouveaux outils. Il y a toute la partie aussi sourcing
qui est de leur donner de la visibilité sur vos offres d'emploi. Donc de la visibilité sur vos offres d'emploi depuis vos sites carrières, mais aussi de vos participations à certains forums qui sont dédiés ou pas pour des profils en situation de handicap, sur aussi les offres d'emploi que vous êtes en capacité de nous transmettre pour qu'on puisse vous orienter finalement des candidats. Donc c'est de leur donner cette visibilité en interne par rapport à leur projet professionnel. Et derrière, c'est de vous transmettre les CV des candidats qui peuvent correspondre en fait à vos besoins sur votre campagne d'alternance. Donc on travaille très en amont. Cette année, on a commencé dès mi-février sur la diffusion de candidatures, sur la réception d'offres de vos parts en tant qu'entreprise, mais aussi de tenir alerté sur vos sites carrières pour vraiment être en amont et être proactif. On va avoir aussi une interface qui va être candidat-recruteur, donc aussi sensibiliser les candidats sur des forums dédiés parce que vous participez à des forums, vous invitez à certains forums pour lesquels on peut vous accompagner pour donner de la visibilité à vos offres d'emploi. Diffuser un book CV sur les réseaux sociaux. Donc, on diffuse les CV de nos candidats de façon anonyme pour respecter les règles RGPD, mais aussi sur LinkedIn. Donc, ils sont diffusés, ils sont transmis à la GFIP. On le transmet aussi à votre opérateur de compétences et vous pouvez le recevoir de notre part quand vous travaillez avec un de nos collègues. Et à ceci, de vous demander finalement un profil de candidat et on vous oriente les profils et le book étant qu'un book à l'instant T, on a bien entendu des entrées-sorties permanentes de nos candidats, donc on peut très bien vous envoyer d'autres profils qu'on n'aura pas pu mettre dans le book, qu'on fait de façon très régulière, je vous l'avoue. C'est aussi vous donner de l'information au travers de newsletters sur les campagnes, sur les informations, nos actus dédiées à l'alternance. Et donc de ce fait, cette newsletter est transmise sur LinkedIn, donc un réseau que nous utilisons de façon à pouvoir vous donner de la visibilité à notre réseau. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous également par ce biais-là pour avoir toutes les informations sur l'actualité Cap Emploi et nos actions. Et après, on a une grosse partie de partenariat. Parce que l'alternance, c'est aussi beaucoup de partenariats avec les organismes de formation, les centres de formation, pour créer un lien et pouvoir donner à nos candidats de la possibilité d'entrer sur des formations et mieux connaître nos territoires. C'est aussi tout ce qui va être institution publique avec les directs, les conseils départementaux, comme disait ma collègue tout à l'heure, parce que vous pouvez être amené à faire appel à eux plus qu'à nous, parce que vous ne nous identifiez pas, donc on passe par la petite porte, mais finalement, on peut vraiment vous accompagner aussi via un intermédiaire. Et également aujourd'hui via votre opérateur de compétences. Je relaisse la main. Alors peut-être effectivement sur la partie alternance, c'est juste informer que évidemment en Ile-de-France, il y a 8 Cap Emploi, il y a 8 départements. Dans chacun des Cap Emploi, il y a un référent alternance qui va travailler en lien avec travaille en projet commun tous les 8. Et du coup, on peut vraiment optimiser le sourcing, mettre en place des projets préalables au recrutement, organiser des événements de manière assez précise. Très bien, merci Margot pour cette précision concernant donc tout ce que vous faites autour de l'alternance. L'AFDAS est également mobilisée sur ce thème-là et nous avons mis en place il y a quelques mois une plateforme téléphonique qui s'appelle Allo TPE Alternance et qui permet aux entreprises de moins de 50 salariés d'appeler pour poser toutes les questions liées à la mise en place d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans leur entreprise, ou bien à toute question liée à l'actualité juridique sur ces dispositifs-là. Donc, sur cette plateforme, vous serez accueilli par un conseiller emploi formation expert sur l'alternance
Et vous pouvez donc les joindre au 01 44 78 82 74. Ils seront à votre écoute tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Donc n'hésitez pas à utiliser ce service si vous avez des questions autour de cette thématique-là. Je vous relaisse la parole. Merci. Alors, j'ai juste une précision à apporter. C'est vrai que sur les profils que nous accompagnons sur du CAP au bac plus 5, tous nos candidats sur une soixantaine de métiers. Donc, il ne faut pas se limiter. Aujourd'hui, si vous avez un besoin, on ne l'a peut-être pas aujourd'hui, mais on peut l'avoir demain, étant donné que les candidats aussi sont, en fonction de leur projet, arrivent dans nos portefeuilles ou en ressortent parce qu'ils ont trouvé. Donc, même si c'est quelque chose que vous dites peut-être pas, faut pas hésiter à nous envoyer les offres. Ça permet aussi, nous, de donner de la visibilité à certains candidats qui n'avaient pas forcément pensé aussi à de l'alternance et qui peuvent s'intéresser parce que c'est leur projet derrière. Je reprends la main et après je redonnerai à Margot. C'est juste pour donner, en fait, pour expliquer aussi que dans le cadre des accompagnements que l'on fait, on s'appuie aussi sur des dispositifs, des outils que je vais citer là très rapidement. Donc évidemment, il y a aussi j'en ai parlé tout à l'heure, les stages, enfin tous les dispositifs de droit commun qu'on appelle PMSMP, donc les immersions professionnelles, les POE, formation préalable à l'emploi. On les mobilise à bon escient quand c'est nécessaire. Alors, soit en réponse à un besoin d'un employeur identifié ou multi-employeur. On peut mettre en place une POE avec plusieurs employeurs pour préalable à des entrées en apprentissage ou préalable à des entrées en recrutement pour accompagner, faire monter en compétence nos candidats et s'approcher un peu plus des prérequis que vous avez. Évidemment, sur toute la partie aménagement de poste, on va s'appuyer sur des prestations que finance l'AGEFIP avec les clés d'entrée. Alors, soit ça peut être des prestations d'études ergonomiques qui vont nous permettre de travailler sur des préconisations très concrètes d'aménagement de poste dans un contexte très précis, salarié, personnes bien identifiées et contexte de travail très précis. C'est des prestations qui sont déjà préfinancées par la GFIP. Et on va, dans le cadre du parcours d'accompagnement de nos candidats, mobiliser des prestations avec la clé d'entrée handicap, donc des prestations spécifiques pour, par exemple, les handicaps psychiques, des prestations spécifiques d'appui spécifique pour le handicap moteur. Ce ne sont pas les mêmes prestataires et ils vont étudier en pertinence leur accompagner l'entreprise et le demandeur d'emploi à mieux évaluer son besoin de compensation, à mieux évaluer cette problématique dans un contexte d'apprentissage, par exemple, de formation, et rechercher et financer des solutions d'adaptation. Alors, ça sont des aides, on va dire, techniques et humaines. Et on a aussi, dans le cadre du recrutement, des aides financières. En ce moment, dans le cadre des divers plans de relance, on va mobiliser évidemment tous les aides financières liées au plan de relance, mais également les aides spécifiques que peut mettre en place l'AGFIP en compensation pour diminuer le coût du travail, mieux accompagner l'entreprise dans ce projet de reconversion. Je redonne la main à Margot sur la présentation du panel des aides. Donc, pour les aides, en fait, vous avez des aides, qu'elles soient pour le CDD ou CDI, donc vous avez déjà des aides de l'État qui peut être de 4 000 € la première année pour tout contrat signé avant le 30 juin 2021. Et également sur des emplois francs dans la condition où le bénéficiaire est inscrit au Pôle emploi la veille de la signature du contrat, qui peut être de 2 500 € par année si on est sur un CDD pour 2 ans et 5 000 € par année s'il y a un CDI sur 3 années maximum. Sur les contrats en alternance, on va être sur le contrat d'apprentissage avec l'AGFIP qui fait des aides exceptionnelles de soutien de 1 500 à 2 500 € selon l'âge pour les entreprises de moins de 250 salariés, avec un contrat signé avant le
30 juin 2020 et toujours en poste au 30 août 2020. Il y a l'aide majorée qui peut aller jusqu'à 4 000 € pour tout contrat supérieur à 6 mois signé avant le 31 décembre 2021. Et après, on a l'aide de l'État qui est l'aide exceptionnelle, qui est de 8 000 € pour les majeurs la première année ou de 5 000 € pour les mineurs pour un contrat signé avant le 31 mars 2021. Qui voulait intervenir? Je crois que Laurent voulait intervenir. Il avait des nouvelles informations pour actualiser Oui, notre support. on va réactualiser le support dans la journée puisque nous avons appris en début de semaine que les aides à l'embauche, les aides exceptionnelles à l'embauche pour un jeune en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation vont être prolongées jusqu'au 31 décembre 2021. Ça a été annoncé en tout début de semaine par notre Premier ministre et donc nous attendons les textes officiels pour diffuser largement cette information qui circule déjà sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, ces aides exceptionnelles sont prolongées jusqu'à la fin de l'année et on mettra à jour cette présentation puisqu'on va la transmettre, la mettre sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Voilà, je vous relaisse la main. Juste préciser qu'effectivement, quand on parle d'aide d'État, c'est vraiment des aides tout publiques, donc les travailleurs handicapés font partie du public prioritaire, mais ça peut aussi s'appliquer aux jeunes, les emplois francs et les résidents QPV. Donc, si on est résident QPV et en situation de handicap, on peut avoir l'aide emploi franc et l'aide AMET, par exemple. Et juste préciser aussi, c'est important pour l'apprentissage, enfin l'alternance en général, apprentissage ou professionnalisation, il n'y a pas de limite d'âge pour les travailleurs handicapés. Alors que les aides, pour le reste, c'est limité aux âges pour les aides d'État. Donc ça, c'était important de repréciser. Donc, et après, on est sur le contrat de professionnalisation. Donc, on a aussi des aides. Donc, AGFI pour l'aide exceptionnelle de soutien. Donc là, de 1 500 à 3 000 € selon l'âge, dans les mêmes modalités. L'aide majorée qui peut aller jusqu'à 5 000 €, contrat de supérieur à 6 mois signé avant le 31 décembre. L'aide exceptionnelle de l'État qui est identique finalement que celle du contrat d'apprentissage. Et là, on va ajouter sur les contrats de professionnalisation des aides. Donc, si la personne est inscrite au Pôle emploi, une aide forfaitaire de 2 000 € pour la première année si la personne a plus de 26 ans. Une aide de l'État de 2 000 € pour la première année si la personne a 45 ans et plus. Et l'aide de l'État de l'emploi franc, donc de 2 500 € par année si CDD ou 5 000 € par année si CDI pour maximum 3 ans. Il faut savoir que dès que vous embauchez, quel que soit le type de contrat, vous devez, en fait, si vous avez la reconnaissance, c'est plus intéressant pour vous, intégrer les personnes dans votre DSN. Et ce qui vous permet aussi d'avoir une exonération en équivalent pour une UB, une contribution selon votre taille d'entreprise de 4 100 € pour une entreprise de 20 à 249 salariés, de 5 125 € si vous êtes entre 250 et 749 salariés, et de 6 090 € supérieur à 750 salariés. Faut savoir que si la personne a plus de 50 ans, 50 ans et plus, vous avez la minoration qui s'applique à ce qu'on appelait les minorations avant et qu'aujourd'hui la majoration est de 0,5. Donc au lieu de multiplier par une UB, ça sera multiplié par 1,5 pour les personnes de 50 ans et plus. Donc je sais que c'est un peu archaïque comme calcul, mais si besoin, au cas par cas, vous pouvez tout à fait nous contacter et on pourra étudier au cas par cas les aides sur vos salariés. Et faire des simulations adaptées à chaque entreprise en fonction de la taille, des recrutements, des profils des candidats.
Alors, pour terminer sur les aides, l'AGFIP a mis en place certaines aides en lien avec le contexte sanitaire qu'on appelle des aides Covid. Je reviens derrière, voilà. Ces aides aujourd'hui sont valables jusqu'au 30 juin. Et peuvent accompagner les entreprises ou les salariés ou les personnes en formation, notamment en apprentissage. Alors je vous en cite deux, mais il y en a d'autres qu'on peut voir au cas par cas, mais il y a une aide exceptionnelle pour la prise en charge de surcoût des équipements de prévention. Alors j'illustre, si vous devez, bon, évidemment l'employeur aujourd'hui a la charge d'acheter des masques en équipement EPI, équipement de prévention individuelle. Si vous avez dans vos effectifs une personne déficiente auditive et qu'il faut un masque dit inclusif, c'est-à-dire où on voit les lèvres, ça va entraîner pour vous un surcoût qu'il est possible dont le surcoût peut être pris en charge par les aides spéciales Covid de l'AGFIP. Donc il faut vraiment tout ce qui relève du droit commun et d'une obligation classique auprès des entreprises, c'est à la charge de l'entreprise, mais dès qu'il y a un surcoût, il faut penser ça implique un travail handicapé à mobiliser les aides à GFIP. On peut aussi, pour les personnes qui ne peuvent pas prendre les transports en commun et pour lesquelles il y a la possibilité de venir, la nécessité de venir travailler sur place, de prendre en charge les déplacements. Voilà, c'est deux types d'aides. Il y a eu des financements de télétravail, d'équipements de télétravail quand la personne n'était pas en télétravail au départ et qu'il a fallu investir. Bon, voilà, il y a plusieurs types d'aides complémentaires pour les personnes en situation de handicap afin de leur permettre de tenir face à la crise sanitaire et aux entreprises de trouver des solutions encore plus adaptées. Alors, en fait, ce qu'on voulait, de manière générale, c'est donner quelques petits messages qui sont assez basiques, vous allez voir, mais c'est bien de les avoir en tête pour augmenter ses chances de réussite d'intégration des personnes en situation de handicap dans vos entreprises. Il est important, si on avait un message à faire passer, c'est que le handicap ne soit pas mis à part, mais bien intégré complètement dans les ressources humaines de l'entreprise. Qu'on puisse du coup à chaque fois envisager qu'il y a un besoin de recrutement, de se poser la question des aménagements de poste par exemple, des besoins de compensation éventuellement. Il est important, et ça peut-être c'est vraiment spécifique aux travailleurs handicapés, c'est que on recrute difficilement la veille pour le lendemain. Il est important de pouvoir anticiper autant que possible, hein, évidemment. On a bien conscience de vos contraintes, mais d'anticiper quand c'est possible les phases de recrutement et d'intégration, parce que ça permet à vous de prendre le temps de sourcer les candidats correctement et d'envisager les périodes nécessaires d'intégration quand il y en a besoin. Ensuite, un moyen aussi de pouvoir continuellement répondre à son obligation d'emploi, c'est de aussi travailler sur l'employabilité de vos salariés déjà en situation de handicap, de façon à ce qu'on préserve l'emploi des salariés qui deviennent travailleurs handicapés, ou de façon à ce qu'on évite que les retentissements du handicap deviennent un frein à la tenue des postes. Donc s'appuyer sur le conseil en évolution professionnelle pour qu'on peut délivrer, pour qu'on maintienne le niveau de compétence des collaborateurs. Et puis, bien sûr, s'appuyer sur le partenariat avec vos médecins du travail, avec nos équipes maintien dans l'emploi qu'on appelle, pour travailler sur les risques d'inaptitude de vos salariés. Alors, on termine par une petite slide, mais que vous aurez le temps de découvrir de manière très précise une fois que le support vous sera transmis. Reprend les textes de référence, les textes légaux de référence. J'appuie trop sur nos codes du travail pour que vous puissiez éventuellement vous y appuyer si nécessaire, qui ont justifié un peu les différents
aides qu'on vous a expliquées, les modalités de répondre à l'obligation d'emploi. Et je repasse la parole à Laurent. Merci Françoise, merci Margot. J'ai vraiment appris beaucoup de choses grâce à vous aujourd'hui. Le thème du handicap est un thème qu'on n'aborde jamais assez. Donc merci en tout cas pour tout ça. Vous qui nous regardez, peut-être que le handicap, en tout cas si vous êtes connecté, c'est certainement le cas, peut-être que la question du handicap est un enjeu pour votre entreprise, un enjeu RH. Sachez que l'APDAS propose dans son offre de service des appuis conseils pour justement vous aider à répondre à ces enjeux. Peut-être que vous avez identifié une problématique dans votre entreprise, mais que vous ne savez pas par quel bout le prendre, hein, ou en tout cas, vous n'en avez pas la connaissance nécessaire pour amorcer un plan d'action. Eh bien, l'APDAS vous propose ces appuis conseils qui vont vous permettre d'aborder sereinement ces questions. Il y a 4 appuis conseils que vous découvrez dans la diapositive. Un appui conseil ressources humaines pour tous vos enjeux RH, le recrutement, le handicap notamment, mais également le renforcement des compétences managériales de votre entreprise ou bien la clarification de votre organisation, la rédaction d'une fiche de poste. Eh bien là, un appui conseil pourra vous y aider et je vais vous expliquer dans une seconde comment faire pour accéder à ces appuis conseils. Vous avez également un appui conseil sur la responsabilité sociétale de l'entreprise. Vous souhaitez donc amorcer une politique RSE au sein des équipes. Vous avez également un appui conseil transformation digitale si vous souhaitez digitaliser un processus de votre entreprise. Et enfin, l'appui conseil rebondir pour vous aider à sortir de la crise. Alors, comment accéder à ces appuis conseils? En tout cas, comment ça marche? Eh bien, l'AFDAS a mis en place une liste préétablie de cabinets conseils qui pourront vous accompagner pour aborder tous ces sujets. Bien entendu, c'est vous qui choisissez ce cabinet conseil. Et ensuite, une fois que le rendez-vous est pris, vous aurez 5 jours d'accompagnement par ce cabinet conseil sur l'année. Alors, ce cabinet conseil vous aidera à faire un diagnostic de la situation, à mettre en place un plan d'action et bien évidemment à mettre en œuvre et à suivre ce plan d'action. Il s'agit bien d'un travail de co-construction avec ce cabinet conseil. Il ne fera pas à votre place. Donc, c'est ce partenariat qui, pour vous, sera très intéressant. Autre point intéressant également, si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, une TPE-PME, eh bien, cette prestation est entièrement prise en charge par l'APDAS. Je vous ai mis le lien Internet où vous pourrez retrouver tous les détails de ces appuis conseils, mais vous pouvez également contacter votre conseiller emploi formation et nous verrons bientôt comment faire. Françoise, Margot, il y a ici vos coordonnées. Si vous souhaitez les contacter en direct, eh bien écoutez, n'hésitez pas. Margot, Françoise, vous me confirmez que vous répondrez aux mails ou bien aux appels. Merci à vous. Tout à fait. Vous avez coupé votre micro, vous avez mis votre numéro de téléphone portable, et donc attendez-vous à beaucoup d'appels. Alors, si vous souhaitez contacter un conseiller emploi formation de l'APDAS, mais que vous ne connaissez pas son nom ou bien que vous ne connaissez pas son numéro de téléphone, vous pourrez le retrouver très facilement sur notre site internet. Je vous ai mis le lien. Vous allez dans la rubrique en région. Il y a une carte de France qui s'affiche. Vous cliquez sur l'Île-de-France si vous êtes en Île-de-France, et a priori c'est le cas. Et là, vous pourrez donc très facilement contacter votre conseiller emploi formation. Alors, comment contacter l'APDAS également? Dernier point, et après on passera aux questions-réponses. Alors, comment contacter l'APDAS? Si vous avez déjà envoyé un contrat d'apprentissage via votre portail Maya et que vous souhaitez savoir où en est l'instruction, eh bien, nous avons un numéro de téléphone dédié, le 01 44 78 38 45, ou bien une adresse mail dédiée, apprentissage@apdas.com, et là, vous aurez en direct les équipes gestion qui pourront vous renseigner sur l'état d'instruction de votre contrat d'apprentissage. Et s'il s'agit d'un contrat de professionnalisation, eh bien, vous allez sur votre portail Maya et vous cliquez sur mes demandes de contact et vous serez en relation directe avec l'assistant formation qui a traité votre contrat de professionnalisation. Vous avez également la possibilité de nous appeler
au 01 87 64 20 13 aux horaires que j'ai déjà cités auparavant. Ces précisions étant faites, vous avez été, Françoise et Margot, extrêmement clairs, puisque il n'y a, ma foi, qu'une question de Sophie, et elle est pour vous, cette question, Margot. Sophie s'interroge, que voulez-vous dire par partenariat? Et le camembert que je vais vous remettre. Et donc, elle souhaitait que vous précisiez ce point. Alors, le partenariat, c'est pas une convention, hein, c'est vraiment un accompagnement, un travail en commun, en fait. Ça va être vraiment plus les organismes de formation vont nous connaître et nous reconnaître, plus facilement on sera identifié pour aussi bien les accompagner dans la montée en compétences de leur référent handicap, mais aussi d'accompagner les étudiants qui sont en centre de formation pour vraiment accompagner leurs demandeurs, pour accompagner finalement les étudiants qui sont en centre de formation, qui sont reconnus travailleurs handicapés, qui n'ont pas encore trouvé d'entreprise et qui sont impactés sur les territoires, vraiment pour les accompagner, ces étudiants, dans la recherche d'emploi. Donc, et nous, c'est d'orienter nos candidats sur leur formation et d'avoir un meilleur suivi, en fait. Ça va être ça la partie partenariat. Après, c'est aussi le partenariat avec les OPCO, c'est de travailler ensemble pour vous donner de l'information, être dans votre liste de diffusion quand vous préparez des préparations opérationnelles à l'emploi, des compétences, pour identifier en gros des POC qui seraient susceptibles d'intéresser nos bénéficiaires aussi. Donc c'est plus dans cet accompagnement-là, c'est vraiment un échange de bonnes pratiques, si je pourrais. Oui, pardon, allez-y, François. C'est aussi Non, c'est en complément, c'est aussi effectivement co-construire des actions qui vont amplifier et sécuriser vos recrutements, que ce soit en apprentissage ou en recrutement. Et donc, par exemple, effectivement, la PE étant un bon exemple, puisque c'est des choses qu'on peut. Alors, soit il y a des PE déjà préachetées dans le cadre des politiques d'achat, d'appels d'offres qui sont construites par l'État ou par Pôle emploi ou les OPCO, où on peut aussi être amené en proactivité à construire avec l'entreprise et le Cap emploi des projets spécifiques qui vont amplifier les recrutements. Et là, pour le coup, d'associer aussi sur la partie compétences pédagogiques, l'OPCO, qui est vraiment expert sur la construction d'un besoin pédagogique, et les OF, pour qu'on puisse arriver à un cahier des charges qui correspond en tout point au profil des personnes qu'on accompagne, à la demande de l'entreprise et aux capacités qu'un centre de formation a à faire monter en compétences. Pour illustrer également côté OPCO, partenariat, c'est aussi avoir le réflexe de vous appeler tout simplement. Margot, nous avons eu le plaisir de travailler ensemble sur la campagne de recrutement des alternants dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby 2023, et vos conseillers, je m'adresse aux entreprises qui nous regardent, vos conseillers emploi formation n'hésitent pas non plus à jouer les go-between entre leurs entreprises adhérentes de leur portefeuille et les structures de Cap emploi, comme nous le faisons très régulièrement avec vous, Françoise. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Eh bien, il va falloir maintenant se quitter. Deux précisions. Emeline, qui nous a préparé ce webinaire de la direction communication, et merci Emeline, va diffuser un sondage. Merci d'y répondre. Ça nous aide à nous améliorer de webinaire en webinaire. Et puis, restons en contact, ne nous quittons pas comme ça. Inscrivez-vous à notre newsletter où vous aurez toujours des nouvelles intéressantes sur le front de l'emploi et de la formation. Nous sommes également présents sur Twitter et sur LinkedIn. Donc, abonnez-vous au compte de l'AFDAS. Eh bien, merci à vous de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. Toute l'équipe des conseillers emploi formation de la délégation régionale Île-de-France de l'AFDAS sont à vos côtés pour vous accompagner sur les questions du handicap et toutes les autres questions. Françoise, Margot, vous êtes également aux côtés des entreprises. Merci à vous. À très bientôt et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. À bientôt. Au revoir.